avec une première introduction en commençant une phrase, je pense que tout le monde connaît et que vous allez certainement compléter. Donc, c'est un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. Donc, vous connaissez tous cette célèbre phrase qui a été prononcée par Neil Armstrong, qui a été apparemment le tout premier à fouler le sol lunaire. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, ce petit on le doit aussi à une femme. Et donc, c'est l'informaticienne Margaret Hamilton qui a conçu le système embarqué sur le programme spatial de la mission Apollo 11, et donc au cours de laquelle donc, tous ces hommes ont pu se poser sur la Lune. Bien entendu, vous connaissez très bien l'histoire de Hedy Lamarr, qui a été à la source du Wi-Fi, du GPS et des systèmes de communication Bluetooth. Vous connaissez Ada Lovelace, qui a inspiré le premier programme de programmation sur computer, et Barbara McClintock, la généticienne, par exemple, qui a découvert les gènes, la mutation des gènes, et la liste est encore bien longue. Mais depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on fête du 11 mars comme la journée internationale des femmes et des filles dans la science? Dès qu'on fête une journée, il faut savoir que cette catégorie donc, a un vrai problème pour qu'on la fête. Donc, justement, on fête cette journée, il y a énormément d'initiatives. Dernièrement, on a entendu parler de Madame Hajar Moussannef qui fait la fierté en fait, du Maroc sur l'intelligence artificielle, Madame Ilham El-Qadri qui est à la tête de Solvay, et puis des initiatives comme Inspiring Girls, par exemple. Donc, énormément d'initiatives qui encouragent la diversité, mais les femmes restent encore très, très peu représentées dans les métiers des sciences et des hautes technologies. Juste à titre d'exemple, les travailleurs en intelligence artificielle ont explosé, le taux de travailleurs a explosé de 190% entre 2000 et 2000, mais l'intégration des femmes n'a pas suivi puisque seule une personne sur 4 qui travaille dans l'intelligence artificielle est une femme. Donc, on sait très bien que la pandémie actuelle, elle a révélé vraiment l'importance des sciences et de la technologie pour pouvoir vraiment dépasser un certain nombre de challenges. Et cette révolution industrielle, cette quatrième révolution industrielle, c'est très important que les femmes puissent être engagées. Donc, franchement, ces problèmes, nous les connaissons. Nous n'allons pas en reparler, nous allons plutôt nous focuser sur les solutions. Et nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous parce que vous êtes des acteurs du terrain, vous êtes des acteurs et actrices donc, qui êtes engagés. J'aimerais commencer par une première question, justement, à Madame El-Gharessi. Donc, Nzha, tu es à la tête de Signify, donc anciennement connu comme Philips. Et justement, suite à un parcours d'ingénieur, on aimerait bien avoir ton vécu et puis ton retour d'expérience par rapport à ce secteur-là, par rapport à l'ingénierie. Qu'est-ce qui a fait que tu as atterri justement dans l'ingénierie? Est-ce que c'était des rôles modèles? Est-ce que c'était juste quelque chose qui coulait, qui allait de soi? Et comment as-tu vécu ça? Est-ce que tu as dû côtoyer en fait, des camarades garçons en prépa, etc. Donc la diversité, finalement, tu l'as connue pendant les études. Est-ce qu'elle continue aujourd'hui à travers ton expérience? Merci Zineb et bonsoir à tous. Alors, l'histoire, elle remonte à bien plus que l'école. Moi, je pense qu'elle commence dans la maison. Et venant d'une famille de 6 enfants, 4 filles et 2 garçons, nous avons eu une maman au foyer, mais qui a tout fait pour nous encourager à étudier, sortir de la cuisine, travailler et vraiment être autonome. Tellement que c'était jamais une question de différence entre filles et garçons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que les pays arabes sont connus pour la présence importante de la gente féminine dans tout ce qui est études. Donc, même études universitaires, souvent les filles sont plus représentées en matière statistique. Et c'était la même chose pour moi. Donc, l'histoire de la diversité, honnêtement, je ne l'ai côtoyée qu'en 2013, quand je suis partie aux États-Unis. J'y reviendrai pour la petite histoire, mais pour dire que nous vivons dans une société marocaine qui, à l'époque où moi j'ai évolué, donnait autant de droits aux filles qu'aux garçons. Alors, comment j'ai atterri dans l'ingénierie? Je n'en ai aucune idée.
J'ai été une fille studieuse, donc qui est poussée par les professeurs vers les branches scientifiques et mathématiques, qui sont toujours réputées être les meilleures quand on est bon élève, maths sup, maths spé, et là vient le choix au niveau de l'orientation de l'école d'ingénieur. Et à l'époque, l'INPT était une nouvelle école. Et c'était juste des ragots que voilà, c'est une bonne école dès qu'il faut la faire. Honnêtement, mais vraiment. Et tant mieux pour moi parce que c'est une chance, parce que ça m'a mis sur un parcours d'un monde fascinant de IT, de tech, de télécom, de mobilité. Et ça continue de Internet des objets. Mais après, une fois, j'ai une cousine qui me dit qu'une fois on prend le diplôme, on n'a fait que le premier pas. Tout le reste à faire. C'est-à-dire que c'est le parcours et le cursus professionnel et comment on va aborder sa carrière qui fait peut-être toute la différence. Personnellement, qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à la tête de Signify? Je dirais, c'est peut-être l'ouverture. L'ouverture. J'ai commencé par une carrière télécom, à peu près 14 ans, et on commence on va dire, dans un poste ingénieur technique. Et puis, la multinationale, elle offre une possibilité d'évoluer d'un métier à l'autre. Tout dépend de notre ouverture aux opportunités qui viennent. Donc, chez Nokia, j'ai pu évoluer de la technique vers le sales, vers le marketing. Et puis, vient le moment où on se pose des questions existentielles de est-ce que c'est tout? On a fait le tour, est-ce que c'est ça? Et j'avais besoin de changement. C'est là où j'ai décidé de quitter Nokia et de partir pour le programme d'échange aux États-Unis, TechWoman. Et c'est là la grosse, je dirais, gifle, parce qu'on a des fois des idées préconçues, comme sur les pays développés et encore plus les États-Unis et encore plus la Silicon Valley sur la côte ouest, comme étant c'est le summum de l'émancipation féminine. Justement pour me rendre compte au bout d'un séjour de 6 semaines que les femmes partout dans le monde souffrent de syndrome de l'imposteur, le glass ceiling, manque de confiance en soi. Et on avait la chance de parler à des executives, notamment Sheryl Sandberg à Facebook ou des femmes très haut placées qui gèrent des milliers de personnes et qui partagent leur parcours et leur vécu. Et c'est uniquement là que j'ai pris conscience des statistiques de faible représentativité des femmes dans les postes de décision, comme quoi 96% de la richesse du monde n'est pas entre les mains des femmes, rien contre les hommes. Et c'est là où j'en ai pris vraiment conscience et on dirait chargée par cette opportunité d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire qui a changé notre vie. On a décidé, moi-même et Salma Qaissi, ma cofondatrice, et Zineb Rarras, de faire quelque chose pour les jeunes filles marocaines. Parce que aux États-Unis, à Washington, quand on a finalisé le programme, on se rendait compte de l'importance du mentorat, l'importance de vivre des expériences d'échange, l'importance de discuter entre femmes et de prendre conscience. Et on voulait faire quelque chose, et c'est là où East Morocco a vu le jour. Donc, juste pour terminer la réponse à ta question, Zineb, qu'est-ce qui m'amène à la tête de Signify? C'est le fait d'avoir fait ce pas vers TechWoman. TechWoman m'a mené vers le cabinet du ministère de l'Environnement et là, mes yeux étaient ouverts sur tout ce qui est durabilité. Et là, c'est un autre combat, tout ce qui est changement climatique. Donc, c'était vraiment à l'époque intéressant de la COP21, la COP22, l'accord de Paris. Et c'est là où j'ai rencontré les décideurs de Philips. C'est là où on m'a proposé de rejoindre la boîte, tout simplement parce que Philips, qui est connu pour être le pionnier de l'éclairage depuis 129 ans, s'oriente vers la lumière connectée. Et donc, j'ai fait tout un tour pour revenir finalement à mon métier de base, qui est les télécoms et l'Internet des objets. Et je dirais toujours, c'est l'ouverture à prendre des challenges
Le poste que j'occupe actuellement, je n'ai que 2 ans d'expérience. Je n'ai jamais fait un métier de general management et c'était plein de challenges, mais je suis très fière de toute la difficulté, toute la peine qu'on met sur le chemin, elle est recueillie par des rewards, par de la croissance. Merci beaucoup, Nezha. Je laisse peut-être Nasma poser la question suivante. Oui, merci beaucoup Zineb, merci Anza pour ce témoignage inspirant. Et justement, je voudrais aussi écouter Sihorani pour avoir aussi on va dire, le témoignage d'un homme. Alors, qui a réussi à travers son parcours riche et diversifié à être à la tête d'une très grande multinationale que nous connaissons tous, HPS. Alors, de votre point de vue et avec votre recul, pensez-vous que la diversité est un levier de performance économique et on aimerait que vous puissiez partager avec nous votre ressenti par rapport à cette thématique. Merci beaucoup, Nasma. Tout d'abord, avant de parler de la diversité à travers le critère genre, je voudrais rappeler que la diversité est beaucoup plus large que cela. En fait, il y a plusieurs dimensions qui définissent la diversité. Bien sûr, il y a le genre qui est le principal critère, je dirais, mais il y a d'autres critères tels que, par exemple, la diversité culturelle, tels que le problème d'handicap, les générations en termes d'âge, etc., etc. En fait, on peut dire carrément, si on prend deux êtres humains, hommes ou femmes, ben nous aurons à travers ces deux êtres humains une diversité, parce que personne ne ressemble à personne d'autre. Et donc, je pense que la diversité est un élément important, on doit faire avec, et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Et donc, par rapport à votre question sur l'impact de la diversité genre sur la performance économique, je partage avec vous un chiffre du FMI qui considère que 10% du PIB mondial est perdu à cause des inégalités genre. 10%, c'est énorme. C'est énorme. Mondial. Donc, c'est très clair et c'est tout à fait évident. Donc, on n'a pas besoin de faire une démonstration. On ne peut pas se passer de la moitié de nos forces vives, de nos forces intellectuelles, de nos forces productives, etc. Je voudrais aussi aller au-delà des performances économiques pour dire qu'en fait, il y a tout simplement l'approche droit. Je crois que la femme a le droit de participer pleinement au développement. C'est un être comme n'importe quel être, homme ou femme. D'ailleurs, dans notre religion, je voudrais dire 2 mots là-dessus, si vous permettez. Dans un verset du Coran qui est très connu, où Dieu nous rappelle qu'il a créé l'humanité à partir d'un mâle et d'une femelle. Il ne dit pas d'un homme et d'une femme. Et puis après, il nous dit qu'il a fait de nous plusieurs tribus et plusieurs peuples, forcément différents. C'est-à-dire pour créer la connaissance. On ne peut pas créer la connaissance, on ne peut pas créer le savoir si on n'est pas différent et si on n'utilise pleinement cette diversité qui fait la richesse de l'homme. Et donc, à travers ma petite expérience, je ne voudrais pas parler du genre parce que je ne suis pas concerné directement, bien que j'ai beaucoup de femmes autour de moi, que ce soit dans la famille ou dans le travail, et je suis parfaitement conscient des problèmes qui sont posés aux femmes. Effectivement, il y a énormément de problèmes. Et donc, je voudrais vous parler de la diversité culturelle qui est extrêmement importante et qui a joué un grand rôle dans ma carrière personnelle. Quand j'ai démarré ma carrière informatique, parce que je suis statisticien de formation, je me suis trouvé dans une équipe d'une vingtaine d'ingénieurs. On était 2 Marocains et tous les autres étaient des étrangers. Principalement des Français, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols. À Casablanca, c'est incroyable. C'est incroyable. Dans les années 70, exactement en 1976. Ça fait loin, hein, ça ne me rajeunit pas. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça a joué comme rôle positif dans ma carrière. Cette ouverture
sur d'autres cultures, voir les gens comment ils réfléchissent, comment ils travaillent, la culture des problèmes, quand il y a un problème, comment ils l'abordent. Parce que tout le monde n'aborde pas les problèmes de la même manière. Et c'est ça qui fait la richesse de la diversité. Je peux citer un autre exemple aussi dans ma carrière qui pourrait vous intéresser certainement. Aujourd'hui, vous savez que le Maroc, vous avez parlé d'HPS tout à l'heure, je peux dire que le Maroc, au-delà d'HPS, est un grand acteur dans l'industrie de paiement. Ce qui est un petit peu paradoxal par rapport à la nature de notre pays, qui n'est pas un pays à connotation technologique. Ben, tout simplement parce qu'en 1984, ou plus exactement fin 83, il y a eu la création d'une JV au Maroc entre un industriel marocain et une société française qui s'appelait à l'époque Sligos et que vous connaissez tous aujourd'hui sous le nom de Atos. La première expérience internationale d'Atos quand elle s'appelait Sligos, dans les années 80, c'était le Maroc. Ils n'ont jamais mis le pied ailleurs qu'au Maroc. Et aujourd'hui, vous connaissez bien Atos et qu'est-ce que ça vaut. Et c'est une excellente expérience pour Atos. Pour le Maroc, en fait, on a eu l'occasion de découvrir un nouveau métier qui est démarré. Vous savez que la monétique en français, l'industrie de paiement, a démarré en 1983. Et moi, j'ai eu la chance de démarrer en 1983 aussi. C'est-à-dire que j'ai pris le train à la première station. Et on a su, moi-même et d'autres collègues, nous avons su exploiter cette opportunité historique. Et aujourd'hui, HPS fait partie, il y a eu un classement il y a quelques semaines, fait partie du top 3 au niveau mondial. On est présent dans 90 pays, on a aujourd'hui, vraiment, c'est une très grande société dans son domaine. Hein. Et donc, tout ça, je pense, moi, je pense qu'un des facteurs importants de cette expérience, c'est la diversité. Si ce n'est pas la diversité genre, c'est la diversité culturelle. Et ça démontre très bien qu'on ne peut pas être productif, on ne peut pas être performant si on n'utilise pas pleinement la diversité. Parfait, merci beaucoup. Sehorani, je vais m'adresser maintenant à Madame à Salwa Toko. Donc Salwa, justement, vous m'aviez parlé la dernière fois de Become Tech, justement, là. Vous, c'est plutôt la diversité genre et vous, vous êtes engagé dans ce créneau-là, et ça depuis le lycée, d'après ce que j'ai compris. Donc, Salwa, non, c'est-à-dire la diversité depuis le lycée. Vous n'êtes pas engagé dans ça depuis que vous étiez au lycée, mais en fait, auprès des jeunes filles depuis le lycée, pour les sensibiliser et les orienter justement vers des métiers tech. Et parlez-nous de ça, mais aussi parlez-nous justement de ce qui vous a amené à ça. Est-ce que c'est une expérience personnelle qui vous a amené à ça ou bien professionnelle? Et aussi, comment il y a les institutions, il y a les privés, les acteurs privés qui peuvent agir sur la diversité, mais aussi des institutionnels avec votre expérience avec le conseil numérique. Donc, deux questions. La première, qu'est-ce qui vous a amené à Become Tech? Et aussi, comment un institutionnel peut influer justement la question de diversité? Merci Zineb, bonsoir tout le monde. Ravie d'être avec vous pour parler d'un sujet qui me passionne. Alors, qu'est-ce qui m'a mis à Become Tech? Alors, je ne vais pas vous refaire toute la genèse parce que ce serait long et on n'aura pas suffisamment de temps pour que je puisse vous parler de tout le parcours qui m'a amené au final à fonder effectivement il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, ma propre ONG en fait, en France qui s'appelle Become Tech. Mais pour essayer de vous résumer ça, alors moi je ne suis pas du tout ingénieure à la base, je suis du tout issue d'un univers ni scientifique ni technique, en tous les cas pas de sciences techniques dans le sens informatique du terme, si on veut se cantonner à ce qu'on appelle en France communément le numérique, c'est le mot pour tout aujourd'hui. J'ai un parcours très très classique, sciences humaines, droit, très classique, mais il se trouve que j'ai jamais effectivement exercé en tant que, quand j'ai débuté ma carrière professionnelle dans cet univers-là. J'ai plongé en fait au début des années 2000 dans ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'information et de la communication au Bénin.
et au Sénégal. Une opportunité que je me suis dit pourquoi pas, après tout, retourner en Afrique subsaharienne, une partie de ma famille, de mon histoire. Pourquoi pas, après, même si j'aime beaucoup la France, c'était un challenge qui m'intéressait et j'ai dirigé en fait une chaîne de télévision. Je connaissais absolument rien à la télé. J'ai assisté en fait au début, à l'arrivée en fait des premiers câbles sous-marins, des premières fibres en fait, fibres optiques pour transporter Internet. Et en discutant avec les différents ingénieurs de télécom au Bénin, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être un usage intéressant à faire avec cette fibre optique qui débutait à peine. Ça me reviendrait sûrement moins cher d'utiliser les fibres optiques que les remontées et les descentes satellites dont je voyais passer les factures qui m'horrifiaient alors que je venais de prendre ce poste et où, comme j'étais assez jeune et que je ne connaissais pas grand-chose, j'étais complètement paniquée par les sommes que je voyais passer. Donc voilà, c'est tout bête. Et ça m'a passionnée. Et en fait, en vrai, là, à ce moment-là, vraiment, Internet que je manipulais déjà d'un point de vue personnel à partir de la fin du lycée ici en France et pendant toutes mes études supérieures, mais qui, là, par contre, je ne voyais pas les factures que ça générait chez mes parents. Hein. J'utilisais Internet à l'époque. Hein. D'accord. Mais voilà, mais j'ai toujours été assez fascinée par la technologie, par la technique. J'ai toujours été considérée comme celle qui répare un peu tout à la maison. Et donc, c'est comme ça que j'ai plongé en fait dans voilà, ce qu'on appelait les nouvelles technologies. Et j'ai travaillé pendant quasiment 8 ans du coup en Afrique entre le Bénin et le Sénégal. Au Sénégal, j'ai monté une école, j'ai créé la première école qui forme au métier du web à Dakar. Et en fait, c'est en revenant en France, fin 2009, début 2010, de manière pour vraiment me réinstaller vraiment en France, que j'ai découvert ce qu'on appelle le gender gap en fait dans la technologie au travers en fait de la position qu'on m'a proposée au sein de la Fondation Agir contre l'exclusion, où là j'ai été confrontée à ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours, hein, l'exclusion en fait numérique et notamment cette exclusion, cette fracture numérique auprès des jeunes et notamment auprès des jeunes collégiens et lycéens. Et donc, j'ai engagé comme ça pas mal d'actions à mener. Et je peux vous dire que c'était assez paradoxal pour moi de m'entendre dire qu'en France, dans un pays développé, un peu comme j'imagine, on a toujours un peu de stéréotypes. Puis, j'ai vécu en France, donc j'étais à Paris. Donc, je n'imaginais pas qu'un jour, j'entendrais parler de fracture numérique ou d'exclusion numérique dans un pays du développé, au-delà de toutes les autres fractures qui peuvent exister. Et là, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait un gros décalage entre l'usage que font les jeunes en fait au quotidien de ce qu'on appelle aujourd'hui communément le numérique et la compréhension en fait véritable de ce qu'ils ont et de ces outils et maintenant applications qu'ils ont à portée de main. Et je me suis rendu compte que les filles se désintéressaient totalement de cet aspect-là, pas parce qu'elles n'en avaient pas envie, mais parce que le corps professoral et on va dire l'environnement et l'entourage en fait social et familial ne les encouragent pas forcément. Je n'irai pas jusqu'à dire que tous les découragent, mais presque. Il y a eu des moments où j'ai pu assister à des phénomènes de ce type. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'encouragement spécifique des jeunes filles, même très performantes dans les matières scientifiques à l'école, vers une poursuite d'études supérieures menant à des métiers de pointe en ingénierie, en sciences, tout ce que vous voulez. Alors, l'école de la République, pour prendre un exemple, vous dira qu'elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour le faire. C'est là où ça rejoint aussi la question des institutions. Et c'est vrai, ce serait mentir, c'est de dire que le ministère de l'Éducation nationale, pour ce qui est de la France, hein, je parle bien de la France, ou le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne met pas en place des actions ou en tous les cas un souffle, des encouragements pour
effectivement pallier au manque de filles dans les écoles d'ingénierie, d'ingénieurs en France. Et là, pour le coup, quel que soit le niveau, c'est-à-dire que l'on parle de grandes écoles type un polytechnique ou qui tournent autour de l'informatique, EPITA, Epitech et compagnie, ou des carrières universitaires en commençant par un IUT informatique et en évoluant, les chiffres sont très mauvais. En France, on est à moins de 10% de filles, tout type de On est à moins de formation 10%, supérieure. moins Oui, de quoi? D'étudiants. d'étudiantes. Moins de 10% d'étudiantes dans ces filières-là, dans tout type En confondu. supérieur, dans le supérieur. Dans le supérieur. Il y a des nuances en fonction ensuite des spécificités en fait scientifiques. Vous allez retrouver une majorité de filles étudiantes dans les filières de chimie, biochimie et bien sûr dans les filières de tout ce qui tourne autour du care, donc médecine, recherche un petit peu dans. Mais quand vous creusez en fait dans ces chiffres, vous vous rendez compte que certes il y a plus de filles, mais vous ne retrouvez absolument pas ce taux représentatif d'une masse plus importante d'étudiantes dans effectivement des postes d'exécutives de l'ensemble en fait de cette filière. Elles sont toujours cantonnées à, je dirais pas du tout des métiers subalternes, ce serait mentir, mais en tous les cas, elles ne sont pas de manière forte représentées à des niveaux d'exécution. Alors, c'est pire quand on va dans des filières très techniques. Vous avez pointé le faible nombre de femmes dans les filières d'intelligence artificielle, même dans le cadre des entreprises. Mais je dirais même qu'il y a même pire, c'est que là, depuis quelques années en France, et c'est quelque chose qu'on constate quand même de manière assez larvée dans ce que j'appelle la diagonale occidentale, parce que les phénomènes et les différences qui peuvent exister du nombre de femmes, de ce fameux gender gap, est très différent en fait d'une partie ou d'une autre où on se place dans la planète. Et c'est loin, excuse-moi, je t'interromps. Donc, du coup, en fait, des initiatives comme l'ONG Become est-ce qu'elle va les voir directement ou bien est-ce que vous faites du lobbying auprès des institutionnels? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, en fait, c'est là où, quand je me suis rendu compte, la première des choses, et Neza le disait très bien, c'est vrai que la première des choses se passe aussi dans la sphère familiale d'abord, de prime abord. Et ce qu'il faut bien comprendre quand on s'attaque en fait à cette problématique, c'est que toute action qui est menée doit être applaudie. Le problème, c'est que toute action qui est menée a très difficilement un impact réel et positif sur du long terme si elle n'est pas coordonnée avec tout un autre ensemble en fait d'actions qui doivent être menées depuis quasiment l'embryon jusqu'à développement de la carrière en fait des jeunes femmes. Donc c'est très compliqué. Je connais aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui agissent, qui font plein de choses, et c'est très bien, sauf que ça reste très circonscrit et malheureusement n'a pas un impact global. Quand j'ai décidé, moi, de m'attaquer en fait au sujet, j'ai décidé de m'attaquer aux adolescentes, tout simplement parce que les adultes, je me dis, c'est trop tard pour elles, ok. Puis il y a d'autres acteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas encore une génération supplémentaire qui passe à travers le système. Et je me suis interrogée sur quels étaient les impacts en fait que je pourrais essayer de créer. D'abord, effectivement, c'est repérer des jeunes filles qui sont intéressées, qui ont envie, qui sont juste curieuses. Donc déjà, de ne pas aller sur de l'élitisme, sur aller trouver la jeune fille qui est super bonne en maths, ou super bonne en physique, ou super bonne en chimie. Non, ça m'intéresse pas, parce que c'est un problème global, de manière générale. Ensuite, à 14-15 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais si on cultive auprès de cette jeune fille l'ambition éventuelle de pouvoir ensuite travailler dans, justement, et là il faut rendre des choses un peu sexy, dans l'entreprise qui fabrique l'application qu'elle utilise au quotidien, vous voyez desquelles je veux parler, on peut amener du coup vers elle un sentiment de ouais, ok, je peux essayer d'y arriver. Donc c'est ça. Ensuite, c'est de toujours les challenger pour leur faire comprendre qu'elles n'ont absolument aucune honte à avoir d'avoir envie d'évoluer vers ce type d'études, et qu'au contraire, elles sont tout aussi capables que les garçons, qu'elles voient bien être en majorité à s'orienter
sur ce type de carrière, à pouvoir y intégrer sans aucun problème. Mais ça demande, comme vous le savez tous ici très très bien, beaucoup de mentorat, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'encouragement, de soutien pour justement leur donner la capacité quand elles ne l'ont pas, et qu'elles ne l'ont pas notamment dans un univers, dans une sphère familiale ou dans une sphère sociale, quand elles ne l'ont pas, pour pouvoir leur permettre de justement lever petit à petit les différentes barrières auxquelles elles vont être confrontées tout au long de ce chemin. Et à mon niveau, moi, ce que je peux dire, c'est que ça a été un travail autant avec la sphère privée au niveau des entreprises, parce que le contact avec l'entreprise est très important pour susciter des envies, susciter des curiosités. Le contact avec les institutionnels, que ce soit à la fois au niveau des établissements scolaires, lycées, collèges, mais aussi du supérieur, et tout ce qui est autour, et toutes les activités en fait qui sont autour. Donc c'est vraiment, il faut je dirais pas une fusion, mais en fait il faut une complémentarité pour pouvoir en fait petit à petit amener à créer un engouement naturel, sans jamais forcer, sans jamais pousser, parce que l'orientation ne doit pas être forcée, contrairement à malheureusement beaucoup de choses que j'ai pu voir. Elle doit venir. Et nous, les résultats qu'on obtient aujourd'hui avec Bicomtech, que j'ai créé il n'y a que 3 ans, mais j'ai commencé ce travail au travers d'un programme qui s'appelait Wi-Fi dès 2014, sur lequel j'ai expérimenté du coup toutes ces, toutes ces choses dont je viens de vous parler avant de décider du coup de le faire de manière vraiment avec vraiment mes idées à moi et complètement et j'avais l'envie de toute façon de m'émanciper et de revenir à mon naturel d'entrepreneur. C'est les résultats en fait sont assez phénoménaux. Nous, maintenant, alors quand je dis nous, je parle et de Wi-Fi et des actions de Bicomtech aujourd'hui. Plus de 80% des filles qui participent au premier programme s'orientent vers des filières scientifiques et techniques. Et on les a, moi je les prends à partir de la 3e. Naturellement. Elles s'orientent naturellement, sans force. Naturellement. Avec en plus l'envie bien sûr de continuer et surtout l'envie de s'approprier en fait cet univers-là en fonction de leurs besoins. Et pour vous donner un exemple et pour finir sur une petite anecdote, la première fois que j'ai monté ce programme, qui s'appelait à l'époque Wi-Fi en 2014, je n'ai commencé qu'avec 10 jeunes filles que j'étais allée chercher dans différents établissements scolaires qui ne se connaissaient quasiment pas. Il y avait des jumelles qui voulaient absolument faire ensemble le programme. Très bien, vous êtes curieuse, vous avez envie. Puis au fil du programme, alors c'est un programme et c'était la toute première fois, donc je passais mon temps à expérimenter dans les différents ateliers. Petit à petit, une relation de confiance se naît en fait avec l'ensemble des participants. Et elles me disent, non mais nous de toute façon on veut travailler dans la petite enfance. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici si vous voulez travailler dans la petite enfance? Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce programme qui n'a absolument rien à voir avec la petite enfance? Elle dit non, mais en fait, Salwa, tu n'as rien compris. On veut travailler dans la petite enfance, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est créer des applications qui vont servir un univers qu'on adore, qu'on a envie de découvrir, qui est celui de la petite enfance. Donc, j'étais totalement bête, en fait, quand j'aurais dû y penser. Mais non, elles m'ont prouvé qu'on peut effectivement avoir envie d'embrasser des carrières scientifiques et techniques, mais pour servir des univers qui ne le sont absolument pas. Et c'est ce qui fait toute la magie aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Cette facilité, cette agilité, cette façon protéiforme que peut avoir le numérique. Et ça, je pourrais en parler des heures parce que c'est quelque chose que j'ai encore plus travaillé et encore plus renforcé en étant à la tête pendant 2 ans et demi du Conseil national du numérique en France. Et pour moi, aujourd'hui, le numérique est un enjeu politique beaucoup plus que juste un univers d'activité économique ou d'entrepreneur.
Exactement, exactement. Ben, merci beaucoup, Selwa, pour ce témoignage. Je voudrais rebondir vers Idriss Laïsri. Alors, Idriss, je sais que tu es très engagé pour la diversité. D'abord, tu as été un des premiers mentors à nous rejoindre au sein de Mentorel. Rien que ça, c'est tout à ton honneur. Et je me rappelle aussi d'un échange qu'on avait eu un soir quand tu étais encore à la Farge, où tu nous racontais que tu essayais, tu demandais au cabinet de recrutement qu'on te présente des CV de femmes. Et ça faisait partie des consignes que tu donnais aux chasseurs de tête dans un secteur, le BTP, où c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de femmes, mis à part les fonctions support, etc., mais des femmes ingénieurs ou d'autres. Et c'est vrai que tu nous avais dit que ce n'était pas toujours facile de recruter des femmes, même quand c'est une spécification du cahier de charge des recruteurs, que ce n'est pas toujours facile de recruter des femmes. Alors aujourd'hui, tu es à Altran, donc tu as été nommé directeur général de Altran Maroc, et justement, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe à Altran, comment se passe la diversité, quelles sont les actions que tu peux mener, et puis ton retour d'expérience par rapport à justement la difficulté pour les femmes d'évoluer dans des métiers techniques. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir Zeynep, bonsoir Nasma, bonsoir Nazha, bonsoir Salwa, bonsoir Sihrani. Toujours un plaisir d'être avec vous. Bonsoir à toutes et à tous qui êtes là ce soir. Bon, j'ai peu de mérite d'avoir été dans les premiers mentors. Tout le mérite revient à Zeynep qui a su être convaincante, et vous savez comment elle peut être convaincante. Oui, vous m'entendez bien? Donc, effectivement, oui, j'avais préparé quelques petites. Je sais que c'est toujours difficile les slides le soir, etc. Mais je vais présenter quelques éléments. Et si vous pouvez, alors, je pense que le partage d'écran n'est pas possible. Ah, j'aurais aimé partager. Je vais te le donner. Je vais présenter un élément parce que je vais essayer de te faire prendre, Nasma. C'est bon, je l'ai. Ouais, très bien. Donc, partager, et j'espère que vous allez pouvoir voir mon écran. Allez, vas-y. Donc, je vais vous présenter trois femmes qui sont Sarah, Myriam et Bouchra. Et elles sont chez Altran. Alors, Sarah, elle fait au Maroc, à Casablanca, 3 ans d'expérience. Et elle fait des lignes d'assemblage et des éléments composites de nacelles d'avion, notamment pour bombardier. Alors, si vous ne comprenez pas tout ce qu'elle fait, évidemment, c'est le cas. Moi non plus, je ne comprends pas parce qu'elle est vraiment meilleure que moi sur ces sujets. Myriam, elle fait des simulations de crash de tests de voitures pour qu'on ait des voitures qui soient extrêmement solides. Et elle le fait dans des simulations au Maroc, au sein des équipes d'Altran. On a Bouchra. Bouchra, elle est directrice. Elle est directrice of engineering. Elle mène 440 consultants. Elle est directrice des opérations. Et elle est capable de tout concevoir dans une voiture, dans tous les éléments qui sont là. Donc, quand vous comptez les choses qu'elle ne sait pas faire, elle sait tout faire. C'est la folie. Du cockpit, le body and white, les équipements. Et donc, en fait, Sarah, Bouchra, Myriam elles sont parmi les 43% de femmes que l'on a. On a 1816 employés chez Altran Maroc MGD Engineering et on a 43% de femmes. Donc, effectivement, on peut se dire qu'il y a énormément de difficultés, mais moi, j'ai été extrêmement surpris et de voir qu'au sein des équipes d'Altran Maroc, c'était une évidence. C'était une évidence d'avoir, dans les secteurs de technologie, et c'est le thème de ce soir, dans les secteurs scientifiques, dans des sujets extrêmement poussés, on a la chance de pouvoir avoir à une taille assez importante, c'est-à-dire plus de 800 ingénieurs et techniciennes, sur des sujets extrêmement poussés, comme vous les avez vus. Et quand on commence à regarder les éléments, on a des femmes sur la partie supply chain, powertrain, system engineering, body électronique. En fait, on est sur des nombres de femmes extrêmement importants en proportion sur des sujets extrêmement techniques. Et quand vous regardez le benchmark international, comme le disait tout à l'heure, il me semble, ma collègue, je pense que c'était
Tout à l'heure, on avait des interventions qui disaient oui, on croit que les autres pays, c'est beaucoup mieux. Non. En fait, la moyenne au niveau mondial, c'est 15%, 15 à 20% de femmes dans les sciences techniques et engineering. Et on a cette chance d'avoir la possibilité au Maroc, et c'est ce qui m'avait beaucoup surpris au fait quand j'étais parti sur les bancs de l'HTP. Moi, je suis ingénieur de formation et j'ai été formé en France. Et donc, je connaissais dans notre background, on avait 15 à 20% de femmes dans les écoles. Au Maroc, on a cette chance d'avoir beaucoup de femmes scientifiques et d'avoir plus de 40% de femmes qui sortent ingénieurs. Donc, comme le disait Salwa tout à l'heure ou d'autres, nous, on a cet ingrédient ou cette base qui est extrêmement forte et qui est une chance pour l'avenir et que d'autres pays pourraient nous envier. Alors, je vais arrêter la présentation. En termes d'éclairage, nous avons… c'est une success story à Altran Maroc. On était à 250 personnes consultants en 2014. On est aujourd'hui à plus de 1800 consultants et tout ça, et dedans, on a la chance d'avoir quasiment la parité du bas jusqu'en haut de l'organisation. Et donc, ça m'a permis aussi de donner des leçons en interne dans le groupe, où ils s'étonnent que dans un pays qui est classé 142e sur 153 au niveau mondial, on soit capable d'avoir cet atout, et notamment dans des sujets extrêmement techniques, comme vous l'avez vu au départ. Donc, effectivement, oui, c'est difficile, c'est-à-dire recruter à la base est assez simple. Après, avoir des candidates et des candidates de qualité qui soient des alternatives crédibles sur tous les postes, c'est compliqué. J'avais vécu ça chez Lafarge Holcim, je vis ça ici. C'est que lorsqu'on commence à solliciter des chasseurs de tête, on récupère systématiquement que des CV de qualité masculin, alors qu'il y a des talents féminins partout au Maroc. Alors, bien entendu, plus on avance dans les strates, moins il y a de candidates crédibles, mais il y en a. Et par contre, vous avez tendance, mesdames, à pas être suffisamment visibles. Et donc, derrière, on a du mal, même quand on le veut, même quand on dit j'ai deux postes, j'ai deux postes de directeur, je souhaite avoir un poste femme, un poste homme, et je veux m'y tenir, on a du mal à avoir toujours des alternatives crédibles. Et pourtant, et donc ça demande c'était l'anecdote que j'avais sortie, je cherchais 2 directeurs logistiques, et c'est des très beaux postes au sein d'une institution qui est top. J'ai été voir une chasseur de tête, je lui demande s'il te plaît, j'aimerais bien avoir une femme et un homme, et j'ai eu 100% de CV de très bonne qualité, mais qui n'étaient que des hommes. J'ai redemandé, et j'étais vraiment à la bourre pour trouver des compétences, j'ai redemandé et j'ai encore eu que des CV d'hommes. Et donc, j'ai dû aller sur LinkedIn, chercher les profils des hommes pour trouver des profils similaires. Et finalement, j'ai trouvé des profils crédibles de femmes, de femmes qui soient des CV alternatifs. Donc, on peut parfois se plaindre de ne pas avoir suffisamment de postes, mais ça peut demander énormément d'efforts et faire perdre du temps d'essayer de s'assurer d'avoir un 50%, 50% pour avoir à chaque fois des profils crédibles alternatifs. Je rebondis sur ce que tu dis, Idriss. Justement, c'est un des sujets qu'on aime bien à Montorel, c'est justement le syndrome de l'imposteur qui fait que les femmes n'osent pas trop se mettre en avant parce qu'ils ont peur de ne pas être à leur place, qu'ils ont peur de déranger et elles ont peur justement de… Voilà, comme tu dis, elles ne sont pas assez visibles et surtout dans des domaines très techniques et qui sont justement encore plus difficiles d'être crédibles en tant que femme dans un domaine technique. Je vais peut-être redonner la parole à Nzar. Alors justement, pour lui parler, alors tu nous as déjà parlé de ce que tu fais au sein de Estime, mais dans ton quotidien chez Saifi, comment est-ce que tu œuvres dans ton quotidien pour avoir la parité ou au moins le maximum de diversité possible? Quels sont un peu les chiffres? Comment ça se passe au sein de Saifi? D'accord. Alors, Signify, qui est le nouveau nom de Philips, déjà, c'est une boîte responsable. Que j'ai côtoyé quand j'étais de l'autre côté durant
l'accord du climat. Et c'est une boîte qui a déclaré à l'époque, en 2016, qu'elle allait être neutre en carbone en 2020. Et c'est chose faite. Donc, nous avons atteint la neutralité carbone dans toutes les opérations mondiales par rapport à tout un programme qui a été suivi pendant 5 ans. Et là, nous nous sommes projetés vers 2025 avec une nouvelle vision qui inclut parmi les 4 piliers l'aspect genre. Donc, nous souhaitons doubler la représentativité des femmes dans les positions de leadership à 34% à l'horizon 2025. Donc, cela montre que c'est une question de commitment, d'engagement dans une boîte. Je ne parle pas uniquement à mon niveau Maroc, mais je parle au niveau mondial. Toute la boîte, elle se donne un objectif pour lequel chaque manager, chaque leader, il se doit d'œuvrer vers ce sens, de faire un peu de la discrimination positive. Donc, chez nous, dans notre région, déjà moi-même, je suis on va dire un fruit d'une politique d'autres personnes, des hommes qui ont cru en moi, qui m'ont mis dans une position que je n'ai pas occupée avant et qui ont fait confiance et qui m'ont donné bien sûr l'espace où j'ai fait des erreurs pour apprendre. Et c'est ça, le point que j'adore dans cette boîte, c'est qu'il y a effectivement, la boîte, elle prend sur ce qu'elle peut perdre en PNL ou en engagement client pour laisser l'espace à des compétences et des potentiels d'avancer. J'ai apprécié ce qu'a dit Sihorani tout à l'heure, qu'étant vraiment avant-gardiste, une multinationale qui a commencé d'un pays en voie de développement, où il y a cette prise de conscience de l'importance de la diversité. Donc, chez nous, déjà, même quand je suis arrivée il y a 3 ans, j'ai trouvé que la représentation des femmes était on était à presque 60% femmes, 40% hommes. Donc, les métiers que nous faisons ici au niveau de la région, c'est principalement les métiers de sales, de finance et de logistique. Et sur les 3 fonctions, il y a des fonctions plus féminines, comme la logistique par exemple, mais les autres fonctions, on est à parité égale. Alors, tu as posé la question, Nesma, sur aussi Eastern Morocco, et je voudrais en toucher un petit mot. C'est que souvent, ces croyances limitantes s'installent à un âge très jeune. Et Eastern Morocco, depuis qu'on a commencé en 2014, on s'est pris le challenge d'encourager des jeunes filles à partir de l'âge de 10 ans de se projeter dans des métiers scientifiques et technologiques, notamment à travers la compétition Technovation Challenge. Technovation Challenge, c'est la plus grande compétition de développement d'applications mobiles pour filles juniors. Et elle est 100% féminine, justement, pour une raison très importante. Souvent, on a eu par exemple des petits frères ou des frères de jeunes filles qui disent « mais moi, pourquoi je ne peux pas participer ?» Tout simplement parce que quand on constitue des groupes mixtes, naturellement, les garçons vont s'orienter vers le développement informatique et les filles vont s'orienter vers la présentation marketing. Et il y a un bias qui s'installe naturellement. C'est comme à la maison, c'est la femme qui doit être à la cuisine, c'est l'homme qui doit être au salon. Et nous vivons dans un monde changeant, surtout avec cette pandémie où le digital s'est répandu. Notre responsabilité en tant que chacun dans sa sphère d'influence, qu'elle soit familiale ou professionnelle, de porter peut-être un changement culturel, de combattre ces idées fixes. Aujourd'hui, il y a des challenges concrets qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas que parler de l'aspect professionnel, mais il faut parler d'un équilibre familial et professionnel, où on voit encore que des femmes se proclament en superwoman, qui doivent être parfaites partout, qui doivent être là dans tous les rôles possibles qu'une femme occupe dans notre société. Et ça, c'est justement impossible. Et d'où l'importance de l'écosystème. Donc, pour revenir à Eastern Morocco, ce qu'on créait, c'est un écosystème où les parents, les papas, les professeurs, les mamans étaient là au soutien de ces jeunes filles
pour les encadrer pendant 4 mois sur un projet qui commence et qui finit. Il y a une formation dispensée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que quand on met ces jeunes filles sur un parcours de 4 mois, l'effet latéral sur leur performance éducative est impressionnant, sous le témoignage des parents. Et donc, le sujet qu'on aborde aujourd'hui n'est pas uniquement un sujet de statistique, c'est vraiment un sujet culturel, de cohésion d'une société qui, soit elle croit en l'importance d'amener toutes les compétences cérébrales et les forces vives de la société dans le monde de l'action pour créer un monde meilleur, ou alors non. Donc, il faut choisir son camp et tout se fait en complémentarité. Comme je l'ai dit, moi, s'il n'y a pas eu des hommes qui ont cru en moi durant tout mon parcours et qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé à aller au-delà des peurs, jamais je serais là où je suis. Si je n'avais pas eu une mère qui avait tellement envie de voir ses filles étudier et émancipées, je ne serais pas là. Et c'est ça l'idée que moi je retiens de toutes les discussions auxquelles j'ai participé avant ou celle de ce soir. C'est vraiment un débat de quelle société on veut créer de notre Maroc. Et ça demande la contribution de tous, pas uniquement des femmes, Vraiment, Nza, ce dont tu parles, c'est l'écosystème et justement d'où la présence ce soir en fait de cette diversité, que ce soit la partie associative, institutionnelle, corporate aussi et associative. Et pas plus tard que ce dimanche, juste pour partager avec vous une expérience, j'ai été à un hackathon à l'UM6P de Melgrir. Et cette diversité dont vous avez parlé, cette diversité culturelle qu'on connaît même au Maroc, c'est-à-dire des gens qui viennent du nord, du sud, du centre, cette diversité de genre, franchement, je suis rentrée avec le cœur, comment dire, rempli d'espoir pour le Maroc. Vraiment, j'ai vu des filles présentées en anglais, rien qu'en anglais. Il n'y a que l'anglais, l'arabe et Shilha. Même le français, le français, il est passé à la trappe entre-temps. Et elle présentait alors des étudiantes en architecture qui ont présenté des solutions de paiement mobile, wallet. Et donc, qui ont appris ça en 48 heures avec leurs autres camarades. Bien entendu, cette complémentarité avec leurs camarades garçons, il y avait vraiment, j'ai vu cette diversité et vraiment, tu parlais d'un shift culturel. Si le shift culturel va peut-être venir de Ben Guerir ou je ne sais pas d'où, en tout cas, ou même pas de Casa ou Rabat, hein, peut-être qu'il va venir d'autres, de chez ces jeunes qui nous viennent des régions. Vraiment, c'est extraordinaire et je l'espère vraiment. Et justement, si on veut finir avec une note d'action, de dynamisme, d'espoir, on a parlé de plusieurs vecteurs. On a parlé du mentoring, on a parlé de structures comme STEM ou bien de structures comme Bicomtech ou Wi-Fi qui justement vont essayer de changer ce conditionnement qu'on a avec et même des créations d'écoles de code plus inclusives ou bien des initiatives au niveau corporate ou bien quand la diversité fait même partie de l'ADN de l'entreprise, comme a dit Sihorani. En fait, Sihorani, j'aimerais vous poser une question aussi de par votre expérience au sein à la tête de la CGEM aussi, qui vous a permis de voir aussi différentes expériences et d'entreprises, des best practices, que ce soit au Maroc ou à l'international. Je vais aussi invoquer votre casquette de consul honoraire de Singapour parce que Singapour est aussi un pays qui connaît une croissance économique extraordinaire, justement, et j'imagine qu'elle ne peut être qu'inclusive pour inclure tous les pans de la société. À votre avis, quels sont les vecteurs vraiment qui peuvent s'adapter au Maroc, auxquels on peut, ou bien les best practices, les learning qu'on doit faire, soit de l'associatif, soit les responsabilités des entreprises. Il y en a ceux qui disent non, les quotas, pas du tout. Il y en a ceux qui disent non, les quotas, il faut les mettre. Est-ce que la réglementation des écoles, je vais juste, pour le rôle modèle, juste pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous connaissez X-Files, la série,
Et apparemment, on a parlé même pour les rôles modèles de l'effet Scully, l'agent Scully, donc qui jouait le rôle de Scully. En fait, apparemment, les jeunes femmes américaines qui regardaient la série X-Files, qui a été diffusée dès 1993, avaient 50% plus de chances de faire carrière dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, vraiment, la partie rôle modèle aussi. Donc, voilà, j'ai invoqué un peu plein de vecteurs. À votre avis, Sihorani, si vous deviez parler de quels vecteurs, à votre avis, sont importants? Merci pour cette question extrêmement importante. Je vais d'abord commencer par utiliser ma casquette en tant qu'expert dans le CSE et je salue au passage l'ENSMA. En fait, je vais vous donner un chiffre que vous connaissez certainement, mais qui fait peur. C'est que le Maroc a reculé en 10 ans, depuis, je dirais, 2008 à 2018. On est passé d'un taux d'activité des femmes de 26,6%, qui est déjà faible, un taux de 21,8%. Donc, on a perdu 5 points en 10 ans au lieu d'avancer. Donc, ça doit nous interpeller et je pense que les pouvoirs publics doivent faire des efforts beaucoup plus importants et les entreprises aussi, puisque vous posez la question sur la CGM, les entreprises doivent également prendre conscience de cette problématique et de l'adresser. Deuxième chose, vous avez parlé du quota, je voudrais juste donner l'exemple de la France avec la loi dite Copé-Zimmermann 2011. L'impact est très parlant. On est passé de 8,5% des femmes dans la gouvernance des entreprises, notamment dans les conseils d'administration, en 2007. On est passé à 45% en 2019. C'est quand même extraordinaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de faire de la discrimination positive, au moins provisoirement et dans une phase transitoire, avant que la société, et tout à l'heure, la loi l'a dit très clairement, ce n'est pas un problème lié directement à la femme, c'est un problème d'un écosystème, donc de toute la société avec toutes ses composantes. Au niveau de HPS aussi, donc l'entreprise, le rôle de l'entreprise, puisque vous avez parlé de la CGM, le rôle de l'entreprise, au niveau de la CGM, de HPS, je voudrais partager avec vous très brièvement un petit peu notre expérience. D'abord, je vais commencer par un chiffre. Nous avons 30% de femmes, ce qui est relativement peu, mais c'est beaucoup plus important que beaucoup d'autres secteurs. Et en fait, nous avons une volonté, moi-même, j'ai fixé comme objectif d'arriver à la parité en 2025, il y a 2 ans. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Pas parce qu'on manque de volonté, mais parce qu'il y a toutes les contraintes externes qui font qu'on n'arrive pas, malheureusement, à le faire. Et parmi les raisons qui sont spécifiques à HPS, c'est que nous avons des métiers qui nécessitent beaucoup de déplacements à l'étranger. Ce qui n'est pas forcément, je dirais, ce n'est pas toujours compatible avec, malheureusement, le rôle de la femme, cette superwoman qui doit faire tout à la maison, dans le bureau, etc. Et ça, donc, ça nous pose un problème. Bien que je dois quand même le souligner, nous avons des femmes extraordinaires qui se déplacent dans n'importe quel pays pour des missions qui vont parfois jusqu'à 3 mois de durée. Donc il n'y a pas de problème. Donc, il faut juste un peu de patience. Et en termes de gouvernance, aujourd'hui, je vais parler surtout des indépendants. On a 10 administrateurs, 6 historiques, c'est les propriétaires, et nous avons 4 administrateurs indépendants, ce qui est très important. Et là, on a 2 femmes et 2 hommes. Et on tient à garder au moins la parité au niveau des indépendants. Et nous avons une femme qui va probablement partir, donc on est en train de rechercher une femme pour la remplacer. Et on la trouvera là où il faudra. D'ailleurs, tout à l'heure, par rapport à ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est vrai qu'on a du mal à trouver certains profils au Maroc, mais on peut les trouver à l'étranger. Donc, si vous ne trouvez pas de femme au Maroc pour un profil, allez la chercher à l'étranger. Aujourd'hui, à HPS, nous avons à Casablanca uniquement une quinzaine de nationalités. Donc, ce qui fait une grande diversité culturelle et dont on a besoin parce qu'aujourd'hui, on adresse 90 pays. Ce n'est pas toujours facile de s'adapter à la culture de chaque pays. Mais quand on a la multiculturalité dans l'entreprise, ben on peut se préparer et on peut être beaucoup plus proche de ce qu'on souhaiterait avoir comme ouverture vers les autres cultures. Un autre élément qui me paraît important aussi par rapport à notre expérience, nous avons, je pense, 4 personnes en situation de handicap dans la société, ce qui n'est pas beaucoup, mais on a toute la bonne volonté pour les trouver, pour les bons profils. On a d'ailleurs 3 femmes et 1 homme, donc là on a plus de femmes que d'hommes. Vous ne pouvez pas imaginer l'énergie de ces 4 personnes, c'est extraordinaire. Et je donne un exemple très très intéressant à partager avec vous au niveau de l'homme en fait, qui est malheureusement malvoyant et qui aujourd'hui est directeur de
expérience client. Et grâce à lui, on a trouvé des solutions géniales en termes d'innovation pour permettre à un non-voyant de payer chez un commerçant sur un TPE sans pour autant voir le clavier ni le montant de la transaction. Et il le fait en toute sécurité avec une application. Grâce à ce monsieur-là qui a vécu cette problématique, on ne peut pas trouver mieux. Donc, les gens en situation de handicap peuvent apporter énormément à l'entreprise. Et je peux vous donner d'autres exemples qui sont extrêmement importants. Et donc, je pense que, pour ne pas prendre la parole, je dirais qu'il y a le rôle de l'État qui doit absolument faire le nécessaire. Et à mon avis, il faut mettre des lois, comme l'a fait la France, la preuve que j'ai donnée tout à l'heure. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça oblige un petit peu, ça oriente. Puis après, on verra comment ça va évoluer. Mais surtout au niveau des entreprises. Alors, les entreprises, il y a énormément de, je dirais, de choses que je peux partager avec vous. D'abord, il faut déjà, comment dirais-je, sensibiliser l'ensemble du personnel à la non-discrimination et surtout pas la discrimination. Surtout pas la discrimination. Il faut également, dans la politique de recrutement, et d'ailleurs tout à l'heure, la SLOA l'a dit tout à l'heure, ou là, je crois que c'est la SLOA qui l'a dit, au sein d'HPS, et je peux dire la même chose, la diversité est rattachée, est intégrée dans la RSE, dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc nous avons le label CGM depuis, je crois, une dizaine d'années, et donc ça fait partie de notre engagement social de l'entreprise. Et il est rattaché en termes d'organisation à la RH, parce qu'on est en train de parler de ressources humaines. Et donc, il y a toute une politique qui est intégrée aujourd'hui pour promouvoir la diversité et en particulier le genre. Parce que le genre, quand même, ça fait 50% de la société. Donc, on ne peut pas l'ignorer et c'est le premier critère le plus important à prendre en considération. Et pour terminer par une petite anecdote, vous avez parlé de la CGM tout à l'heure. Quand j'étais président de la CGM, donc juste après l'adoption de la Constitution 2011, en juillet 2011, nous avons voté de nouveaux statuts, je crois que c'était au mois d'avril 2012, donc moins d'un an, et j'ai tenu à féminiser les statuts. Et ça a été fait. C'est-à-dire dans les statuts, vous allez trouver le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente. Et tous les statuts de la CGM, c'est un des rares statuts que nous avons qui sont parfaitement féminisés. Et Dieu m'a entendu, mon successeur, c'était Mrim Saleh. Mrim Saleh, qui est la première présidente de la CGM, femme, et j'en suis ravi. Merci. Merci beaucoup aussi Harani pour ce témoignage et c'est vrai que vous avez ouvert la porte à Mrim Ben Saleh grâce à cette action et merci d'avoir rappelé justement le rôle très important des institutions comme le CESE, le rôle des entreprises, des acteurs associatifs. Alors je vais reposer vraiment la même question à Selwa, à Madame Selwa Tako, juste de votre point de vue, quels sont les leviers justement pour encourager cette diversité, cette richesse qui nous permet tous d'aller ensemble de l'avant. Tricky question. Alors, en fait, de mon point de vue et de mon expérience et de ce que je vis quasiment au quotidien, que ce soit d'un point de vue associatif, d'un point de vue relation avec les plus hautes instances, institutions en France ou même au sein de l'entreprise là que je suis en train de créer. C'est quelque chose que M. Siharani a bien abordé. C'est effectivement, je pense qu'un des tout premiers leviers qu'il ne faut absolument pas ignorer, c'est effectivement plus que de la sensibilisation, de l'éducation. De l'éducation à ce qu'on appelle la question femme-homme et à mon sens, il est absolument nécessaire, quand on décide de travailler ce sujet, de bien comprendre tous les ressorts historiques, sociologiques, démographiques, qui ont amené à la situation que l'on pointe aujourd'hui, qui, je vous rappelle, n'était pas pointée il y a encore quelques années. Hein. C'est l'engouement que je vois, moi, naître aujourd'hui, que je vois s'amplifier, notamment dans les pays occidentaux autour de la question femmes-hommes, que ce soit d'un point de vue de carrière, d'un point de vue d'éducation, de formation, etc.,
est encore frémissant. Il est extrêmement actif depuis un peu moins d'une dizaine d'années, mais pour être tout à fait honnête avec vous, quand en fin 2013, je propose à mes supérieurs et à l'ensemble des acteurs avec lesquels je travaillais dans les établissements scolaires, qu'il serait bien qu'on mette en place une action très concrète, très forte, en direction uniquement des filles. Donc, vous imaginez, au sein de la République française, je rappelle, hein, liberté, égalité, fraternité, quoi, quelque chose que pour les filles, mais enfin, tu exclus les garçons. Oui, alors je vous explique. En fait, les garçons sont déjà très puissants dans ce domaine, il n'y a pas du tout de souci. Quand on arrivera à l'égalité, on verra comment on rétablit un autre type d'équilibre. Donc, ça, c'était fin 2013. Ok, c'était courant 2013, quand j'ai commencé à élaborer l'idée de monter ce premier programme Wi-Fi. Mais pour le faire, il m'était impossible en fait d'engager le programme tel que j'avais décidé de l'engager sans être moi-même éduquée et en prenant conscience de tous les freins en fait qui existent, de tous ces préjugés, de tous ces biais cognitifs que l'on a, qui sont parfois la plupart du temps inconscients et qui malheureusement ont un impact au quotidien dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Et donc, c'est pour ça que je suis, et je ne suis pas très très bien vue, moi, hein, pour tout vous dire, dans l'écosystème justement actif ici en France, sur cette question d'égalité femmes-hommes, parce que j'ai tendance à être un petit peu intransigeante et à être très réfractaire, à discuter avec des personnes qui sont elles-mêmes réfractaires à cette question en fait de s'éduquer. On est tous pétris de préjugés et de stéréotypes, tous et toutes, sans aucune exception. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en prend conscience? Et quels sont les préjugés et les stéréotypes qui vont nous amener à prendre telle ou telle voie, telle ou telle décision, et l'impact en fait que ça pourra avoir à la fois pour nous, mais aussi pour notre entourage. Et pour pouvoir les détecter, il faut être éduqué. Il faut mettre ce que j'appelle les lunettes égalité. Il faut porter les lunettes égalité pour pouvoir en fait comprendre que là, dans telle situation, on a été discriminant. Et malheureusement, les sociétés, notamment occidentales, encore une fois, je le rappelle, c'est très différent, les problématiques et les freins sont très différentes, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Afrique subsaharienne que je connais un petit peu mieux, ou dans cet axe occidental. Il faut d'abord comprendre, savoir d'où on vient et comment on en est arrivé là pour comprendre quels sont les types de leviers et de mécanismes que l'on pourra mettre en place. Et les mécanismes que l'on doit mettre en place doivent être tous complémentaires. Donc, il n'y en a pas un qui est prioritaire par rapport à un autre. Le seul prioritaire que je mettrais en avant, c'est celui d'abord de l'éducation, juste pour comprendre. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, et quelquefois, j'ai trouvé que les femmes étaient beaucoup plus virulentes envers ma personne sur ces questions-là. Quand on leur parle en fait de ces problématiques. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même très difficile quand on est une femme, notamment quand on est une femme qui est arrivée à ce qu'elle estime pour elle être un niveau élevé dans la société, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. C'est extrêmement compliqué de lui faire comprendre que peut-être elle est arrivée là parce qu'il y a eu telle et telle pierre qui est arrivée sur son chemin, ou qu'en fait, peut-être qu'elle aurait pu avoir plus si elle avait opéré de telle et telle et telle manière. C'est très compliqué, c'est une claque qu'on se prend, c'est vraiment une gifle, hein, qu'on se prend. Et d'ailleurs, comme moi-même, j'ai fait tout ce parcours de formation et vraiment d'éducation, et c'est pour ça que je dis que, attention, l'égalité femmes-hommes ne s'impose pas, on s'éduque, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des lois. Là, je suis entièrement d'accord, tout en étant conscient que les lois ne suffiront pas. Parce que oui, c'est tout un système, c'est toute une société, c'est toute une culture qu'il faut apprendre à changer, qu'il faut accepter de changer. Et donc, ce serait vraiment pour moi le point, je dirais, le nœud gordien en fait à vraiment résoudre. Il faut apprendre à éduquer d'une manière non genrée,
pour permettre justement aux jeunes filles et aux jeunes garçons de comprendre que chacun est à égalité et que les aspirations de chacun ne doivent pas être étouffées par un genre ou par un autre. Parce que moi, j'entends de plus en plus aussi maintenant aussi d'hommes dire oui, non, mais ça suffit, les femmes, on vous a donné beaucoup là ces derniers temps, c'est bon, faut vous calmer. Mais non, en fait, on est à peine arrivé à débroussailler la problématique. Et des femmes qui estiment que elles, non, ben c'est bon, on a eu beaucoup de choses. Et ça, vous le voyez sur plein de plans de la société. Donc, ce n'est que le début, effectivement. Ce n'est que le début. Et une fois qu'on éduque, c'est après comment est-ce qu'on engage tout le monde à son niveau, chacun dans cette volonté de changement, de paradigme, de culture. Parce que cette culture a un nom, ça s'appelle le sexisme. Elle existe, c'est même quasiment politique et on le sait très bien, mais c'est toujours extrêmement violent d'en parler. Donc, il faut beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup de diplomatie. Ce sera très long, très, très, très long, mais effectivement, il y a des lueurs d'espoir. Il y a des lueurs d'espoir et c'est pour ça qu'il faut continuer à avancer. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Kautsar Hafidi, donc qui nous rejoint, qui est sorti en courant de sa réunion et pour nous rejoindre. Merci beaucoup, Kautsar, de nous rejoindre depuis les États-Unis. Marhaba bik. Et franchement, donc rapidement, moi ma question, j'aimerais bien, parce que votre parcours, il est vraiment inspirant. J'ai vu la vidéo YouTube que vous avez fait avec Najib Bourtari et c'est à travers ça que je me suis dit, il faut absolument vous avoir avec nous parce que depuis votre parcours, depuis Rabat jusqu'à Argonne, le laboratoire d'Argonne, j'aimerais bien que vous nous parliez justement de ce parcours-là, mais avec la vision de conditionnement. On parle de conditionnement, que parfois on est conditionné pour se dire non, c'est pas fait pour moi, les sciences ne sont pas faites pour moi. Mais vous, dans votre histoire, vous avez tenu à embarquer avec vous donc votre famille, cette tante qui vous a soutenu, votre frère et justement votre famille qui vous a soutenu jusqu'à ce que vous partiez à l'étranger et puis jusqu'à arriver jusqu'à directrice associée au laboratoire d'Argonne. J'aimerais bien que vous nous parliez justement de ce conditionnement-là, quand on a ce conditionnement parfois, étant donné l'éducation, l'environnement, on n'a pas de rôle modèle de femmes dans ces postes-là. Comment est-ce qu'on peut le dépasser justement à travers votre expérience, Kautsar? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je ne suis pas aussi… mon français est un petit peu parce que avec l'anglais, donc vous m'excusiez si c'est pas… Alors, quand j'étais en France, à chaque fois qu'on fait une erreur, ils nous corrigent. Les Français nous corrigent. Ici, aux États-Unis, ils s'en foutent. Quand ils comprennent ce qu'on leur raconte, ils ne corrigent pas. Donc, nous, les Marocains, c'était un petit peu faire attention avec le français. Non, non, non. Ici, you are… do as you like. Thank you. Vraiment, j'espère que j'aurai l'occasion de connaître un petit peu les invités. Déjà, j'ai lu dans l'annonce, ça me fait plaisir et c'est un honneur d'être parmi vous. Oui, c'est… En fait, quand je dis que la première chose que je me souviens dans ma vie, quand j'essaie de me rappeler des premiers souvenirs, c'était en fait, la famille me disait que mon père n'était pas content parce que je suis une fille. J'étais l'aînée, la fille aînée. Lui, il a 5 sœurs. Et donc, il voulait le garçon, absolument, parce qu'il voulait le nom de la famille qui continue. Et bien, c'est pour ça que mon fils, maintenant, il a mon nom, Hyperfind, avec le nom de son père. Et j'aimerais bien que mon père soit en vie, Allah yarhamou, pour qu'il sache que son grand-fils, le seul, à présent, il a son nom aussi. Donc, pour moi, j'ai pas compris pourquoi. Moi, mon père était pour moi, il était tout. Il était le super-héros. J'étais une petite fille de 4 ans, 5 ans. J'étais toujours avec lui, surtout que mes parents sont divorcés à cet âge-là et mon père m'a pris parce qu'il pouvait me prendre, parce que c'était la condition pour qu'il divorce ma mère. Parce que ma mère voulait sa liberté et mon père, elle a dit « je veux la fille ». Et donc, pour moi, j'étais conditionnée depuis le début. Pourquoi que je sois une fille, c'est un désavantage.
Et donc, j'ai travaillé très dur pour montrer à mon père que je suis une fille, mais je peux être comme un garçon ou mieux qu'un garçon. Donc, voilà, je coupe mes cheveux, je ne mets pas de jupe, je joue au foot, je me bagarre avec les garçons, je fais de la pêche. Et mon père, à la fin, bien sûr, il n'a pas réalisé tout l'impact qu'il avait en moi, mais je voulais toujours lui montrer qu'une fille, elle peut être comme un garçon de valeur et même plus. Je ne sais pas ce qui m'a... C'était toujours un défi, et un défi qui a été... depuis le début, j'étais curieuse de ce qui se passe dans l'univers. Et mon père, malgré que, bon, c'est sa personnalité, son éducation, il avait le niveau bac, il était fonctionnaire, mais toujours, il me poussait à faire de mieux dans mes études. Et moi, mon goal, mon objectif, c'est de le mettre pour qu'il soit proud of me. Donc, j'étudiais très bien, j'étais toujours la première pour attirer son attention. Lui, il a cru que c'était, he took it for granted, jusqu'à ce qu'il a eu mes 2 frères. Et bien sûr, il a reconnu que ce n'était pas un truc facile, que pour mes frères, il fallait travailler très dur et ce n'était pas évident d'être toujours le premier. Et moi, je lui ai posé une question un jour, j'avais 5 ans, je lui ai dit, je veux savoir, Dieu, il est fait de quoi? Alors lui, il a été intelligent pour me dire, mais tu sais, si tu veux répondre à cette question, il faut la science. Donc, étudie l'univers et peut-être un jour, tu vas connaître des choses sur Dieu que personne ne connaît parce que tu vas étudier ce qu'il a créé. Et pour moi, cette chose était vraiment très motivante parce que j'ai été élevée avec par une dame, Dada Yasmin, elle était une esclave avec la famille de ma grand-mère. Et quand il n'y avait plus d'esclavagisme, elle a personne parce qu'elle était, je crois, elle a été kidnappée de sa famille. Donc, elle vivait avec ma grand-mère. Et puisque mon père m'a pris, c'est elle qui était ma mère. Elle ne savait pas lire ou écrire, mais elle priait. Elle priait avec le petit peu de Coran qu'elle savait et elle pleurait, elle parlait avec Dieu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais, Dada? Elle me dit, tu sais, moi, je n'ai pas de pouvoir. Et il y a des gens qui me font mal et c'est que Dieu qui peut m'aider pour me donner justice et pour m'aider. Et donc, dès le début, j'étais connectée avec ce Dieu que moi, je voulais savoir il est fait de quoi et que je savais que lui, il peut m'aider pour faire quoi que ce soit. Et pour moi, c'était la première connexion qui m'a rendue en fait très, très forte. J'ai fait mes études. Je me souviens, ma grand-mère, la père de... Je raconte ça pour vous dire pourquoi cette force. La mère de mon père m'a dit un jour, j'avais 6 ans, elle me dit, je crois qu'elle rigolait, elle me dit, tu sais, nous, à la famille, dès que tu auras ton bac, on va te faire marier. Et c'est tout. Nous, on n'a pas de filles qui vont aller à l'université. Bien sûr, ma tante, elle est docteur. Et moi, je l'ai cru. Et je pleurais toute la journée. Et mon père, il vient et me dit, qu'est-ce qui se passe? Il rigolait. Je lui dis, ma grand-mère, elle m'a dit qu'elle va se faire marier. J'avais 6 ans, après le bac. Et il a dit, OK, mais qu'est-ce que toi, tu veux? Je lui ai dit, je veux étudier jusqu'à ce qu'il n'y a plus des études. Et donc là, pour moi, les études étaient vraiment importantes parce que je ne pouvais pas sortir dehors. Mon père était très strict. Et donc, lire, ça me faisait échapper à un monde. Personne ne peut limiter l'imagination. Et donc, j'ai poussé. J'aimais aussi la poésie. J'adore lire le Coran, Tajwid. Et au 4e année, il fallait choisir littéraire ou scientifique, comme on fait dit. Et donc, j'ai choisi littéraire, sans dire à mon père. Et parce que j'adorais la poésie, je voulais être poète. Et mon père, quand il a su, il m'a dit, tu sais, il faut faire les maths parce que ton pays, il a besoin de mathématiciens, de scientifiques. Et pour la littérature, tu peux toujours faire ça à côté. Si tu es très bien, tu peux toujours écrire des livres, mais si tu fais la littérature, c'est très difficile pour toi. Donc, il m'a convaincue et j'ai fait sciences mathématiques, j'ai été au lycée Moulay Youssef. Et après ça, je voulais être mathématicienne, pure mathématique. Je n'étais pas intéressée par la physique ou rien du tout, parce que la physique, pour moi, n'était pas très rigoureuse. Et je me souviens, la chimie, je n'aimais pas du tout. C'était facile, mais je disais, écoutez, moi, je ne peux pas être chimiste, parce que je ne veux pas laver la vaisselle à la maison et au travail. Donc, pas de chimie, je ne veux pas laver les cuvettes et tout ça, je ferai ça surtout à la maison. Donc, pour moi, c'était vraiment un sens dès le début. Je suis une femme, pourquoi je ne suis pas égale à un homme, pourquoi je n'ai pas... Anyway, donc, je suis partie à l'université, j'ai fait physique mathématique. À la 3e année, j'ai décidé de faire physique théorique.
qui vraiment, parce que je savais, je voulais rester au Maroc et le Maroc n'a pas de laboratoire, donc la physique théorique demande des ordinateurs. On peut faire beaucoup de bonnes recherches juste avec computer. Donc, j'ai fait ça. Et mon père, il m'encourageait toujours. Il voulait que je fasse des écoles d'ingénieurs parce que, bien sûr, au Maroc, école d'ingénieur égale travailler directement. Je lui ai dit non. Je veux faire de la physique théorique parce que j'étais vraiment astrophysique, cosmologie. Et je me souviens, ma tante qui est médecin, la plus jeune, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait quatrième année? Quelle option? Je lui ai dit physique théorique. Elle m'a dit, est-ce que tu peux manger le pain avec ça? Je l'ai regardé, je lui ai dit, je ne sais pas, mais moi, je m'en fous du pain. Ce que je veux, c'est faire quelque chose que j'aime. Et si je suis bien, et puis c'est tout. Donc, j'ai fait la physique théorique. Quand j'ai fini la quatrième année, ils ont décidé de fermer tous les doctorats parce qu'en 95, il y avait des strikes, les PhD, la même chose, le Parlement, au DREB et tout ça. Et je me souviens aussi, le roi Hassan II, il a dit hey, j'ai besoin de techniciens, je ne veux pas de docteur en physique nucléaire. Et il a vraiment choisi physique nucléaire. Et je voyais mon père qui me regarde comme ça. Je lui ai dit écoute, ce n'est pas important. Moi, j'ai fait la physique nucléaire, la cosmologie, et je vais continuer. Bien sûr, je ne pouvais pas continuer. Mon père m'a dit écoute, va faire le Madrasa al-Ulia al-Asatida. Je lui ai dit I'm sorry. Moi, mon dream, c'est de devenir world class, prix Nobel en physique, et je ne vais pas faire autre chose. Et si tu ne m'aides pas, alors je vais aller au Parlement et ils vont me mettre en prison. Donc, tu choisis. Et lui, il était très conservateur. Ma tante, qui est médecin, docteur Aïcha Hmiani Hafidi, elle, bien sûr, j'ai grandi avec eux puisque mes parents étaient divorcés. Et j'étais dans ma chambre, je voulais voir personne, j'ai déprimé. Et elle vient me dire, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, voilà, elle m'a dit, t'en fais pas. Anna, je vais t'envoyer en France, tu as été accepté aux 2 grands masters là-bas, je vais t'envoyer une année comme ça, parce que moi j'étais un petit peu religieuse, black light ou black and white, et elle m'a dit tu vas ouvrir ton environnement et tu vas voir d'autres cultures, même si tu reviens après une année, ça va te faire du bien. Et donc elle a vendu sa ceinture d'or. Et je suis partie à Paris pour faire le DEA de physique nucléaire. Donc, c'était très dur, beaucoup de travail, où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais, alhamdoulilah, après 1 an, le gouvernement français, malgré que je n'aime pas les Français, mais bon, que le Maghreb m'aide fiya al-khair, une bourse de $2000, le commissariat à l'énergie atomique, pendant 3 ans. Alhamdoulilah, j'ai pu faire ma thèse là-bas, où j'ai pu envoyer un petit peu d'argent à la famille. Donc, après ça, durant ça, j'ai fait une année aux États-Unis, en Virginie, dans le laboratoire Jefferson Lab, et j'étais tombée amoureuse des Américains, de la culture. Donc, je suis revenue 1 an en France, en 99, j'ai fini ma thèse. Et bien sûr, les Français, au début, ils me disent hey, tu sais, tu viens ici, tu fais ta thèse, on n'a pas de boulot. Je leur ai dit il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis venue ici pour apprendre la physique, et après, je pars. Bien sûr, après 3 ans, ils m'ont offert un poste au CEA, et j'ai dit non, merci. Moi, je vais aller aux États-Unis parce que vous, les Français, vous êtes ou bien en vacances ou vous parlez de vacances. Ils parlent de plans pour le week-end. Et pause café, et après pause café, et trop de vacances, je lui dis, je ne vais pas être prix Nobel ici. Moi, je pars. Et donc, je suis partie aux États-Unis. Et non pas, et les Français, ils voulaient me garder, mais les États-Unis, ils m'ont offert à moi et à mon mari, qui est aussi un Tunisien. Il a fait sa thèse avec moi de physique nucléaire. Et donc, je me suis retrouvée à Argonne. Je suis comme ça, jusqu'à, je suis devenue directeur de la division de physique nucléaire en 2017. Je suis partie au département d'énergie avant, en 2013. Et 2018, je suis devenue numéro 2 au laboratoire. Je gère beaucoup de recherches fondamentales, nanotechnologie, chemistry, etc. Et donc, bien sûr, tout le temps, les gens ils te disent tu ne peux pas faire ça. Mais je n'écoute même pas ça. Je ne veux pas être une victime. Je sais que si je travaille dur, que je vais réussir et que Rabbi va m'aider. Et ça a été depuis toujours. Il faut juste être honnête, travailler dur. Et j'adore la compétition, même quand je ne gagne pas, parce que quand je ne gagne pas, j'apprends beaucoup de choses. Parce que c'est là où on apprend.
Et quand je gagne, bon, alhamdoulilah, ardat al-walidin, et on continue. Je ne veux pas trop parler parce que, désolé. Mais Kautsar, justement, là, cette détermination, parce que moi j'adore quand vous dites je vais être prix Nobel, mais c'est magnifique. Mais est-ce que ça, vous l'aviez depuis le Maroc ou bien c'est la partie américaine en fait qui vous a ouvert ça? Parce que je ne sais pas, aux États-Unis, quand on demande à quelqu'un sky is the limit, comme on dit. Et au Maroc, c'est vrai qu'on a cette culture-là de tu fais ce dont ne vise pas plus haut. Et cette détermination, vous l'avez, comme vous dites, à travers votre croyance en la valeur travail, votre foi. Ça, on le sent dans votre discours. Et en fait, pour vous, diversité ou pas, biais ou pas, discrimination ou pas, vous y arrivez et donc c'est bon. Donc, c'est-à-dire que quelles que soient les conditions, parce que vous m'avez parlé d'un exemple au niveau du laboratoire où vous m'avez dit, je pense, vous avez dit ce poste-là, non, les femmes ne peuvent pas y arriver ou un truc comme ça. Et finalement, il y avait un mentor. Vous m'avez parlé de votre mentor qui est aujourd'hui votre directeur. Donc là, on parle des vecteurs. On était en train de poser la question sur les vecteurs, justement, pour pousser les femmes dans les postes de haute responsabilité. Là, vous me parlez de mentorship. Est-ce que le mentorship, les rôles modèles, parce que vous, en parlant aujourd'hui, vous êtes un rôle modèle aussi, toutes les femmes qui sont là, même les messieurs aussi qui parlent de diversité, etc., c'est des rôles modèles. Donc, c'est important la partie rôle modèle. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les vecteurs, à votre avis, les levers, pour pouvoir justement pousser plus de diversité, notamment dans la science et dans la tech? Moi, je crois que bien sûr, je peux pas, j'ai pas senti beaucoup de sexisme ou bien exclusion quand j'étais jeune. Quand on est jeune, tout le monde nous aime. Ils nous poussent, ils nous aiment et il n'y a pas de problème. Tant qu'on arrive au niveau où on fait la compétition à eux, là, ça devient un problème. Et le plus haut qu'on va, le plus difficile. We are lonely. Et c'est très difficile parce que vraiment, on est au top et c'est comme fishbowl. Tu fais quoi que ce soit, tu es dans le poisson dans le bol et il te regarde et le petit mouvement devient très, très grand. Et tout le monde regarde ce que tu fais, they watch what you do. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, bien sûr, le travail, c'est important, être sûr de soi-même, être sûr mais mesuré, parce qu'on est des humains, on peut améliorer. Mais pour moi, ce que j'ai fait, sans le faire exactement, à Argonne, en 2010, j'étais toujours encore early career. Il y a une position à Argonne, 30% de mon salaire est payé par le labo, 70% par ma recherche, et ça s'appelle Women Program Initiator. J'étais en charge de pousser les femmes au laboratoire et recruter des femmes. Et quand j'ai fait ça, je me suis bagarrée avec tous les chefs, le directeur de labo et tout le monde. Parce que j'étais très, très sérieuse, je ne dis pas, je ne fais pas sugarcoating ce que je raconte, très honnête, très au point, et I deliver. Et donc, ils étaient mes ennemis au début. Les gens qui sont médiocres, au top, ceux-là, ils vont toujours se bagarrer et te pousser à côté. Les gens qui sont A people, ceux-là, ils vont toujours encourager les gens qui sont brillants. Et là, quand tu as un leadership qui est A, brillant, ils veulent toujours embaucher des A+. Les B, ils embauchent les C. Et donc, the key, c'est les white, I can say it, les old white men. Pour moi, ce qui m'a poussé, c'est ces hommes blancs et qui sont plus que 60 ans. Et ils ont cru en moi parce qu'ils sont déjà excellents. Et je ne leur fais pas peur parce que je dis la vérité. Au contraire, quand je les critique, pour eux, c'est quelque chose qu'ils admirent parce qu'il faut être courageux. Et ils ont vu des valeurs et ils m'ont poussé. Donc, quand on raconte pourquoi les minorités, les femmes, on leur fait beaucoup de mentorship. Qu'est-ce que ça veut dire mentorship? On va te ramener, on va discuter avec toi, ou bien on va te faire des cours. Comment tu parles, comment tu fais, comment tu sais, comment tu négocies, comment… Ça, c'est bien. Mais ça n'aide pas les femmes. Ce qui aide les femmes, c'est sponsorship. C'est que les hommes powerful qui voient les femmes ou les minorités ou d'autres hommes et qui captent le téléphone et ils appellent, hey, hire him, embauche-le, embauche-la.
elles sont excellentes, sans que tu leur dises quoi que ce soit. Et pour gagner le respect de ces gens powerful, il faut être non-BS. Il faut être vraiment de la réelle value. Et pour moi, par exemple, j'étais Division Director en 2017, la première femme Physique Division Director, 70 ans, de laboratoire, d'histoire de laboratoire. Déjà, je me suis bagarrée avec beaucoup d'hommes, blancs, américains, Irish, whatever. Alhamdoulilah, j'ai réussi parce que vraiment, j'étais la meilleure, although j'étais une femme et la plus jeune, j'avais 42 ans. Mais après 1 an et demi, la position, comme une petite histoire. J'étais division directeur qui était vraiment très bien pour mon âge de ma division. Je faisais mon boulot. Mon chef qui m'a embauché, j'ai pris sa place, il a retired. Un autre, on est 5 divisions dans cette organisation. Moi, j'étais une de physique, il y avait d'autres, chimie, etc. Donc, le gars qui faisait Material Science Division, il avait 65 ans. قبطوا هذاك الاخر اللي قبل منه وايت مان اختاروا حطوا قال له غنحطك انت اكتين انت غتولي دونك وحطوا ولو غا ما تيحملنيش il ne m'aime pas bien sûr ما تيخاف مني aussi mais il me supportait pas داكشي لو تري دو ماشي بحال المغرب غيجي يدور فيك يقول لك مرا سيري بحالك لداركم طيبي لك سكسو ولا نو هذا il est très doux ولكن il te vraiment il te casse les roues gently وما تقدر تقبط عليه والو. Donc, j'étais nouveau dans mon job, 1 an, le directeur de labo, il m'aimait bien. Ils m'ont invité, ils m'ont dit, voilà, search started for this position. Et ils veulent embaucher quelqu'un permanent. Tu es division director, si tu es intéressé, on t'encourage à postuler. Moi, j'ai dit non, ça fait 1 an, division director, à l'aqal 3 ans, 4 ans. هذاك لو مسيو هادشي سيتي في جانفي داك لو مسيو بقى عليا عرفتي ديسكريميناسيون هي هذيك il me donnait pas les ressources que je وفي الاخر je me suis dit شوف اش هاد المصيبه هذه اللي طاريه ليا pourquoi ربي سلط عليا هذا et j'essaie de comprendre parce que pour moi quand j'ai des moments durs pour moi it's a learning moment j'essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé et quand j'apprends par exemple شي واحد في التيم ديالي مخرج ليا عقلي quand j'apprends comment I deal with him, ça fait, تيتقاد. Mais si je n'apprends pas, le problème reste toujours. Donc, هذاك السيد بقى vraiment, il était très discriminant. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, un soir, je me suis dit, voilà, Dieu, il me dit, applique pour ce job. Parce que quand tu appliques, tu vas le bloquer. Et il doit compéter avec moi et je m'en fous. Et donc, j'ai appliqué, اتصلت بلو تشير قلت له شوف انا جو ابليكي واش يمكن لي قال لي بون تسدات لابليكاسيون بالحق غنحلوها اي جي ابليكي وجي كومبيتي وخديت ليه الجوب وكركبته اي بور موا فريمون سي فانتاستيك اي دونك فوالا هاد ليستوار how do we say كركبته en anglais? Well, I don't want to use the F word, but that's fine. Bravo كوثر. ماوش طبق على البحر. Voilà, exact. Mais franchement. Bravo, vraiment, c'est super inspirant, Kawthar. Tu nous as tous donné envie de devenir prix Nobel. Ça fait. Ah, bien sûr. We are going to support you for the prix Nobel. Inch'Allah. On t'enverra toutes les bonnes ondes et nos prières, Inch'Allah, parce que tu représentes tellement bien le Maroc. Je laisse la parole à Anesma pour Oui, on va juste prendre une dernière intervention de la part de Idriss, justement, pour que tu nous donnes aussi ton point de vue sur les leviers. Donc, Kawthar a parlé de l'importance du sponsorship. C'est revenu aussi dans les interventions des précédents intervenants. Voilà, pour toi, quels sont les leviers les plus importants pour nous permettre justement d'accéder à cette richesse due à la diversité? Je suis vraiment impressionné par le parcours de Kawthar et ce qu'elle nous a décrit, mais il y a beaucoup de leçons à tirer de ça et vraiment, c'est là, mais je pense qu'on peut tous apprendre de ça. Évidemment que la première des leçons, c'est que chacun d'entre nous peut changer des choses, et homme ou femme. Et au contraire, et donc c'est en postulant, en travaillant, en avançant, en se battant, et donc se dire qu'il y a du fatalisme, ou non, ça ne va pas se passer, ou non, je ne serai pas à la hauteur, etc. Croire en soi, avancer, s'inspirer des hommes et des femmes, s'inspirer de Kawthar, et ça c'est un élément extrêmement important. Après,
et responsabilité aux décideurs. Siawalani en a parlé, Salwa, Kautar, Nzha, tout le monde en a parlé. En fait, en tant que décideur, il faut faire attention à suivre les indicateurs et à regarder en fait ce qui se passe. Et donc, en fait, on a vu aussi bien dans les différentes organisations, quand il n'y a pas, il faut que le leadership suive et il faut suivre des éléments concrets du nombre de personnes qui appliquent, du nombre de promotions, du nombre de recrutements, parce que des fois, les dés sont pipés dès le départ. Si on recrute 100% d'hommes, évidemment qu'on ne peut pas se tromper après en promotion, on va forcément promouvoir que des hommes. Donc, s'il n'y a pas une vraie volonté de se dire, bah non, c'est pas une discrimination positive, c'est juste quelque chose de normal. Si on a, c'est pas étonnant de se retrouver dans des guerres de talents si on ne fait pas attention à 50% de l'humanité. Donc, il faut juste arrêter et s'assurer qu'il y a des éléments là-dessus. Alors, bien sûr, plus on monte dans les éléments politiques et plus le sponsorship est important. Et c'est vraiment ça. Ce n'est pas le mentoring de parler, etc., ou de trouver une écoute. C'est bien s'assurer qu'il y a des sponsorships dans les deux sens. Moi, j'ai eu des femmes qui étaient très importantes à des moments clés de ma carrière et des hommes aussi. Et en fait, globalement, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas des gens qui croient en nous. Et j'ai eu des rôles modèles femmes très importantes à différents moments de ma carrière. Et j'ai eu des hommes aussi qui étaient importants. Et donc, en fait, on doit grandir. Et c'est difficile de grandir seul. Alors, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué parce que certains d'entre vous, il y a la famille, la maison, etc. Et donc, c'est compliqué. Maintenant, évidemment, on ne peut pas y arriver seul, on ne peut pas y arriver sans conseil, on ne peut pas arriver sans avoir des rôles modèles, sans voir des succès, parce que c'est ça qui donne envie d'y aller, c'est ça qui donne envie de se battre. Et je suis sûr que le témoignage, par exemple, de Kautar avec tout son cœur, etc., va vous donner envie à certains d'entre vous directement de se dire, mais non, je vais essayer, je vais avancer, etc. Et puis, si je rate, je rate, mais après, j'apprends. Et donc, c'est toujours ça, c'est apprendre de ces leçons. Donc, moi, vraiment, l'empowerment, s'assurer qu'on a un rôle. Le fait de suivre, vraiment de suivre les indicateurs lorsqu'on est en position, de se mettre des ambitions et de les suivre, et pas de se dire oui, non, ça va se faire tout seul, parce qu'on sait qu'il y a de la discrimination. Avoir conscience de ses biais personnels. Les hommes ont tendance à promouvoir les hommes, les femmes ont tendance à promouvoir des hommes, donc bien le savoir. Et donc, évidemment, que là-dessus, c'est important. Et puis, suivre ces KPIs en se disant, j'ai toujours une alternative qui est crédible. Et se mettre en sponsor, en mentor dans le sens noble du terme, et avoir des rôles modèles pour les jeunes filles, pour les personnes un peu moins jeunes. Et on a tous besoin d'avoir cette chaîne d'humanité, et c'est comme ça qu'on apprend. Merci beaucoup, Idriss. Je vous remercie toutes et tous, franchement, sans exception, et merci beaucoup aux participants. Je finirai peut-être par une conclusion qui va reprendre un peu toutes les idées qui ont été évoquées, qui va essayer de reprendre parce qu'il y a eu énormément de choses qu'on a évoquées. Mais avant tout, la diversité, comme a très bien dit Sekhorani au début, c'est une richesse, quelle qu'elle soit culturelle, qu'elle soit de genre, ou bien en tout cas la diversité. Donc on le sait très bien, c'est même dans notre ADN et dans notre identité. Donc effectivement, mais c'est avant tout la diversité, ça prend dans le conditionnement qu'on a au foyer, comme a dit Nzha, dans notre écosystème, en voyant notre mère, notre père, nos cousins, ou bien des rôles modèles qu'on peut rencontrer, mais aussi à travers toutes les mesures. Salwa a parlé d'un certain nombre de mesures, ou bien d'un certain nombre d'associations, ou bien son ONG qui permet justement de lutter contre ce biais cognitif et faire en sorte que juste de transformer ce conditionnement pour que les femmes, les filles ne se posent pas de questions et qu'elles aillent peut-être spontanément vers des métiers de la tech et qu'elles se donnent cette chance-là. Et c'est ce que fait Estem aussi, en embarquant aussi des parents depuis le jeune âge. En fait, ça concerne en fait tous les pans de la société, et quel que soit le milieu, mais c'est aussi quel que soit le pays, parce que on voit très bien que ça existe en France. Donc, cette loi nous dit que ça existe, qu'il y a 10% finalement de filles qui s'orientent vers
vers les métiers de la tech. Aussi, ça existe aux États-Unis, puisque Nezha en a parlé dans son programme de Tech Women. Et en fait, mais en fait, il ne faut pas avoir de fatalisme. On a vu à travers le témoignage de Kautsar qu'il y a effectivement cette nia, qu'il y a cette irada, cette volonté, cette détermination. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'on prouve à notre entourage qu'on veut quelque chose, et en fait, il y a toute une dynamique qui s'actionne autour de nous pour justement aller dans le sens de nos ambitions. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, nous sommes tous là où on est, j'imagine. Il y a quelque chose qui m'a touchée, notamment chez Enza, quand elle a dit je n'avais que 2 ans d'expérience et pourtant là, je me retrouve general manager parce qu'on m'a fait confiance, mais aussi Enza, parce que tu le vaux bien et c'est aussi, c'est effectivement, on t'a fait confiance et je sais que parce que tu as réussi à convaincre. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les principaux vecteurs? On a parlé donc du rôle de l'État. Donc, Sekhorani a parlé de l'importance des quotas dans un premier temps et qu'il ne faut pas, d'où ce que ça a donné la loi Cooper-Zimmermann. Donc, peut-être qu'il faut pousser et brusquer les choses dans ce sens-là. Il y a les entreprises, les sensibiliser, l'associatif et toute la société. Et aussi, comme a très bien dit Kautsar, ok, mentorship, c'est bien, mais le sponsorship, encore mieux, parce que le sponsor, c'est finalement celui qui va prendre votre nom, qui va le mettre dans la liste et va vous proposer justement pour vous pousser, pour vous donner votre chance, parce qu'il croit en vous, parce que vous avez prouvé que vous le méritez et que vous le valez. Donc, effectivement, je pense qu'on ressort avec plein de choses. Moi, je dirais, si je peux me permettre, si sponsorisons au moins quelqu'un, mentorant quelqu'un qui vient de la diversité. Sohrani a parlé de personnes handicapées. Il y a aussi les femmes, il y a des personnes venant d'autres cultures. Donc, soyons effectivement la voix de ces personnes-là, poussons-les, donnons-leur leur chance. Et donc, et en fait, la roue tourne. Et puis voilà. Donc, je pense que je sais très bien que je n'ai pas tout dit, mais en tout cas, j'espère que j'ai été un peu fidèle à tout ce que vous avez dit. En tout cas, l'enregistrement Bravo Zineb. est là, on va le diffuser. Et je tiens pour avoir co-animé avec moi. Et je remercie vraiment tous nos panélistes. Je remercie aussi Kautsar qui a tenté de se joindre à nous avec succès. You made it. Et vivement le Nobel, on y croit. Merci beaucoup Zineb, merci à tous les panélistes et vraiment je voudrais juste rebondir sur ce que disait Idriss à la fin. Il faut encourager et c'est ce qu'on essaie de faire au sein de Mentorel. Vraiment l'empowerment des femmes, c'est notre quotidien à Mentorel et vraiment merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir et on est là parce qu'on y croit et on est convaincus que tous ensemble, en s'encourageant, en se motivant, en mettant des mentors qui accompagnent des jeunes femmes, en essayant peut-être d'avoir des sponsors au-delà des mentors pour accompagner les jeunes femmes marocaines à évoluer dans leur carrière, à faire leurs choix, à les assumer pleinement. C'est ce qu'on essaie de faire au sein de Mentorel. Donc vraiment, merci à tous. On a été régalés ce soir par vos témoignages et vos échanges inspirants et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à tous et merci aux participants. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne Excellente soirée. soirée. Excellente soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.